Les sentiments généraux, l'atmosphère, sont que Netanyahou est en quelque sorte empêtré dans ce procès pour corruption. Et voici un exemple de ce qui circule à propos de ce qui se passe dans la Knesset coloniale de peuplement. On y lit « Vous avez personnellement initié le transfert d'argent du Qatar vers le Hamas avec Mohamed Al-Ahmadi. Vous en portez la responsabilité. C'était votre ordre personnel. En 2020, vous avez envoyé le chef du Mossad, Yossi Cohen, puis, avec Terzi Halavi, au Qatar afin d'augmenter le montant de l'argent là-bas. Pourquoi êtes-vous contre la commission gouvernementale? Parce que vous savez que toutes les réunions sont enregistrées, mot pour mot. Et là, on voit le visage d'intransigeance de Netanyahou. Donald Trump a envoyé une lettre au président Herzog, je vais la retrouver pendant que vous parlez, disant que Netanyahou devrait être gracié de tous ses crimes. Et cela a également provoqué une grande tempête au sein de la Knesset à propos de la soi-disant indépendance d'Israël. Que pensez-vous de cette situation? Oui, c'est... Que puis-je dire? Ce n'est qu'un autre chapitre de cette saga qui dure depuis longtemps. Ce que je dirais à propos de Netanyahou, c'est qu'il a un instinct de survie incroyable et qu'il est allé aussi loin grâce à cela. Si l'on pense à la destruction totale de ce qui s'est passé, à ce qu'il a fait à l'image d'Israël sur la scène internationale, à leur légitimité à l'échelle mondiale, et à la manière dont cette question a fracturé. D'abord, le Parti démocrate pour l'élection de 2024, ils ont énormément souffert à cause du soutien de l'administration Biden. Génocide Joe, c'était le cri de ralliement. Cela a donc contribué à l'élection de Donald Trump. Et bien sûr, maintenant, Trump souffre de la division, de la fissure au sein du mouvement MAGA, et c'est l'un des enjeux clés. Évidemment, c'est aussi lié à l'affaire Epstein. Mais le fait que Trump aille solliciter d'autres gouvernements et traîne dans d'autres parlements, en appelant, tu sais, à l'exonération ou à la grâce de quelqu'un impliqué dans un scandale de corruption depuis des années, c'est tout simplement incroyable. Zéro conscience de soi de la part de Trump. Mais je pense que cela montre qu'il se sent au sommet de sa puissance. Je crois que c'est tout le contraire. Je pense que Trump est probablement en train de s'engager dans un ravin dont il ne pourra pas sortir parce qu'il est en train de perdre sa propre base. Donc voilà, ce sera la chasse ouverte à Trump, mais pas dans le sens de la guerre judiciaire, ni dans celui du syndrome anti-Trump. Il existe actuellement des motifs légitimes de destitution, rien qu'à cause des tarifs douaniers. C'est totalement inconstitutionnel et il essaie, en gros, de micro-gérer l'économie américaine. Tu sais, une économie de 25 000 milliards de dollars par an, depuis le bureau ovale. Tu sais, d'où tient-il le mandat pour faire cela selon la Constitution des États-Unis? Le Congrès détient en fin de compte le pouvoir budgétaire. Mais Trump l'utilise de manière punitive en s'en prenant à tous ces différents pays. Et il avance des affirmations extravagantes du genre « Oh, nous allons gagner telle somme d'argent ou telle autre », comme si cela voulait dire quelque chose. Tu vois, il dit « Oh non, non, tout ira bien ». C'est son argument devant la Cour suprême. Tout ira bien parce qu'on va gagner beaucoup d'argent. Selon qui? Regarde les chiffres globaux du PIB. Attends que ces données sortent. Tu verras probablement une contraction de l'économie. Wall Street se porte très bien, mais cela ne veut pas dire que l'économie se porte bien. Cela veut juste dire que Wall Street se porte bien. Ses copains, le genre de personnes avec qui il traîne, celles qui manipulent les marchés, qui montent des arnaques crypto et des escroqueries de stablecoin, ces gens-là s'en sortent très bien. Il pense que c'est sa nouvelle base. La nouvelle base de Trump, c'est la classe financière élite. Alors oubliez la Rust Belt. Oubliez les démocrates Reagan du Blue Dog dans l'Ohio, le Michigan et le Wisconsin.
Oubliez-les. C'est fini pour eux. Il a eu son élection, donc maintenant il va essentiellement les abandonner de la même manière que les démocrates ont largué la classe ouvrière. Ce qui a été le glas de la campagne présidentielle ratée d'Hillary Clinton et en fin de compte du Parti démocrate dans son ensemble. Il va faire la même chose. Il est en train de faire la même chose. Alors tout ça, c'est tellement tape à l'œil. La relation avec Israël, cette sorte d'adoration servile envers sa, tu sais, sugar mama, Mary Madison, c'est tout simplement écœurant. Et si on reste en Asie de l'Ouest, Danny, alors la photo, je ne sais pas si tu as la photo de Trump dans le bureau ovale. J'ai plus qu'une photo, mais continue avec Jelani. Donald Trump fait ce faux sourire qu'il réserve aux caméras. Tu remarques que Trump a une certaine expression, mais dès qu'il s'agit d'une photo, il fait ce sourire forcé et ringard. C'est son look, son genre de pose à la Zoolander. Et il est assis là, avec le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie, le suppléant d'Abu Bakr al-Baghdadi de l'État islamique, dans notre Maison Blanche. Dans notre Maison Blanche. Il pense que c'est sa Maison Blanche et il va permettre à un terroriste de tenir audience. Et il dit, « Oh, il a eu un passé difficile. » Nous avons tous eu un passé difficile. Quel genre de passé difficile Donald Trump a-t-il eu? Je veux dire, combien de millions de dollars son père lui a-t-il donné pour lancer son empire immobilier? D'accord, Donald Trump n'a pas eu un passé difficile. Peut-être que sa relation avec Jeffrey Epstein finira par être son passé difficile. Mais selon des courriels récemment divulgués, c'est tout simplement incroyable qu'il ose comparer cela. Qu'il dise que c'est une condition préalable au succès, qu'il faut avoir eu un passé difficile. Il y a des gens à travers l'Amérique qui ont eu un passé difficile, qui ont reçu une mauvaise main. Et Donald Trump dit qu'il légitime en quelque sorte une vie de décapitation en tant qu'ennemi juré des États-Unis dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Et il appelle ça un passé difficile. Tu vois, c'est juste un manque total de lucidité et une vision du monde complètement stupide, dépourvue de toute véritable compréhension de la situation. Mais ce que cela montre, c'est à quel point toute la guerre contre le terrorisme était une imposture, d'accord? Et tu sais ce qui est drôle là-dedans aussi. Ce que je vais dire est peut-être une déclaration controversée de ma part, mais je vais le dire. Il y a une sorte de double psyop inversé en cours. Même les personnes qui s'y opposent disent « Oh, c'est Al-Qaïda, ceux qui ont fait le 11 septembre ». Ils tombent donc un peu dans cette opération psychologique, selon laquelle le 11 septembre aurait été minutieusement dirigé par Oussama Ben Laden depuis une grotte à Tora Bora, et que ces 19 pirates de l'air arabes, dont 7 auraient été encore en vie par la suite, auraient miraculeusement orchestré le 11 septembre. Très bien. Si vous croyez cela, parfait. Mais en réalité, plus on examine la question, plus le fait qu'Israël n'ait aucun problème avec un chef de l'État islamique dirigeant le pays voisin, la Syrie, en dit long sur les forces motrices derrière toute la sale guerre en Syrie, depuis son déclenchement en 2011 jusqu'à la chute du gouvernement Assad il y a un an à Damas. Tout cela était pour Israël. C'est pourquoi vous ne voyez aucune objection de la part du lobby israélien, d'AIPAC, d'aucun de ses cerveaux de G Street, ni d'aucun de ses think tanks, ni de la Heritage, ni de personne. Ils sont là à encenser ce type, ce barbu coupeur de tête, dans notre Maison Blanche, assis à côté du vice-président et de Tom Barrack, cet autre chancelier que Trump a fait venir. Et Donald Trump est là, permettant à ce coupeur de tête, qui a massacré des chrétiens, des yazidis, des alaouites, des Shabaïlis, qui mènent des pogroms en Syrie depuis que Donald Trump est devenu président, de s'asseoir en costume dans notre Maison Blanche. C'est à mes yeux l'humiliation rituelle des États-Unis d'Amérique, avec Donald Trump qui en préside pratiquement la cérémonie.
L'image que cela renvoie est désastreuse. C'est pire que Zelensky. C'est pire que Zelensky. Zelensky, ce n'est rien à côté de ça. Même si Jelani a un avantage sur Zelensky, au moins lui, il portait une fichue cravate et une vraie veste. Je déteste lui accorder le moindre mérite, tu vois? Mais c'est une blague. Donald Trump est une blague de président à ce stade. Ce n'est pas sérieux. Et ce qu'il fait à l'économie, à la politique étrangère des États-Unis, et je pense à la réputation même de la présidence, c'est le point le plus bas pour les États-Unis. C'est plus bas que Bush, crois-le ou non. Oui, Bush, malgré tous ses défauts, et il en avait beaucoup, la guerre en Irak, je ne minimise pas ça du tout, mais au moins il avait un minimum de tenue. Trump ne l'a pas, et c'est franchement écœurant à ce stade. Je ne sais pas, il n'y a rien de gentil ou de poli qu'on puisse dire pour atténuer ça, Danny. C'est vraiment terrible. Eh bien, à qui cela profite-t-il? À qui cela profite-t-il? Je pense que nous assistons à un effondrement majeur parce que, moins d'un an après le début de l'administration, de plus en plus de personnes qui soutenaient ce type, ce que je n'ai pas conseillé, mais un certain nombre de gens l'ont fait, se rendent maintenant compte que Donald Trump leur dit une chose et fait exactement le contraire de ce qu'il voulait qu'il fasse. Et examinons cet effondrement dans cette partie particulière du monde, car c'est très important, tout ce que vous venez de mentionner. Regardons d'abord, au milieu du soi-disant scandale des grâces, Trump essayant de gracier Netanyahou. La Knesset, qui n'est pas une amie des Palestiniens, ni de Gaza, il y a des gens incroyablement furieux. Et cela devient viral, parce que c'est l'humeur qui règne aux États-Unis, en Occident et dans le monde. Personne n'est fan de Netanyahou. Tout le monde cherche quelqu'un à blâmer. Et Donald Trump, lui, embrasse pour ainsi dire la bague de Netanyahou et fait tout ce qu'il peut pour maintenir son pouvoir, même s'il existe en Israël des forces majeures qui veulent simplement se débarrasser de Netanyahou comme visage de leur projet du Grand Israël. Mais c'est encore pire que cela. Tu as parlé de la photo. Eh bien, moi j'ai une vidéo. Voici Donald Trump, de manière romantique, très romantique, accueillant Jolani, le coupeur de tête, le chef d'Al-Qaïda, ancien chef d'Al-Qaïda, je suppose qu'on pourrait dire. Mais une fois que tu en es un, peut-être que c'est une de ces choses où, une fois que tu en fais partie, tu en fais toujours partie. Voici cette scène. Donald Trump offrant à Jolani du parfum ou de l'eau de Cologne, ou peu importe ce que c'est. C'était une révérence totale et absolue envers quelqu'un qui n'a pas été élu et qui a littéralement décapité des gens dans le cadre de ses activités terroristes. Soutenu par les États-Unis, soutenu par Israël, soutenu par les pires forces de cette région. Et puis je veux aussi passer ceci, Patrick. Voici Jolani sur Fox News, interrogé à propos du 11 septembre. Et c'était juste absolument horrible. C'était horrible parce qu'il ne semblait même pas éprouver de remords. Et c'est ce type qu'ils mettent en avant. Allons-y. Avez-vous des regrets qu'Al-Qaïda ait mené ces attaques qui ont tué 3000 Américains? Je n'avais que 19 ans, donc j'étais très jeune, et je n'avais aucun pouvoir de décision à cette époque. Je n'avais rien à voir avec cela, et Al-Qaïda n'était pas présent dans ma région à ce moment-là. Vous vous adressez donc à la mauvaise personne pour parler de ce sujet. Nous pleurons chaque civil qui a été tué, et nous savons que les gens souffrent de la guerre, surtout les civils qui en paient un lourd tribut. Monsieur le Président, la Maison-Blanche a déclaré que le président Trump souhaitait que la Syrie rejoigne les accords d'Abraham. Donc, bien sûr, il n'y a pas plus de détails que cela. Mais Patrick, il n'y avait pas beaucoup de remords là-dedans. C'est la personne que les États-Unis ont soutenue sous Trump pour diriger la Syrie. Quelle est ta réaction à tout cela? La question que la porte-parole de Fox News,
la présentatrice porte-parole, aurait dû poser est « Soutenez-vous ou souteniez-vous, à l'époque, les attentats du 11 septembre en principe ?» C'est la question qu'il aurait fallu poser, non? Évidemment, si c'était une véritable journaliste, mais ce n'en est pas une, c'est une porte-parole. Donc ce n'était qu'une interview de complaisance. C'est en quelque sorte une humiliation rituelle pour Fox. Une humiliation pour la présidence, pour le pays, pour les États-Unis et pour Fox News lui-même, qui est censé être une plateforme néoconservatrice opposée au terrorisme, à la guerre mondiale contre le terrorisme. Vous savez, ils ont fait cela pendant 25 ans et maintenant ils offrent une tribune à ce type. Pour moi, c'est comme si Israël voulait vraiment donner une leçon aux États-Unis en disant « c'est notre homme et vous allez l'accueillir avec bienveillance et nous allons vous humilier ». Et c'est exactement ce que Trump a fait ici. Je veux dire, ils ont dû le faire entrer par la porte de derrière, d'après ce que j'ai entendu. Il n'est pas passé par l'entrée principale de la Maison-Blanche. C'est un détail très intéressant. Mais à ce stade, c'est trop. Je veux dire, ce type est un criminel. Il n'a pas été élu président. Il n'est pas démocratique. Il n'a rien fait de positif pour la Syrie. Il a simplement massacré énormément de gens et balkanisé le pays. Et il n'a certainement pas dit un mot sur le fait que les États-Unis occupent une bonne partie de la Syrie, ni sur les autres pays étrangers qui y campent. Aucun problème pour lui. Il ne croit donc pas à la souveraineté syrienne. Il n'a rien dit non plus sur le départ des Israéliens du plateau du Golan, ni sur l'occupation du mont Hermon. Aucun problème avec ça. Ou encore le fait qu'Israël ait anéanti l'armée syrienne dans les 72 premières heures après que ce voyou et sa joyeuse bande de coupeurs de tête venus d'Idlib ont pris le contrôle de la capitale à bord de leur flotte de Toyota. Très bien, rien à dire là-dessus. Donc c'est un peu une plaisanterie. Je ne pense pas qu'il va durer. Je serais surpris de voir combien de temps Jolani tiendra. Parce que son utilité est en gros terminée pour Israël et pour l'Occident. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont le contrôle stratégique du territoire. Ils sont en train de morceler la Syrie. Il n'en sortira rien de positif pour la Syrie. Tu parles de lever les sanctions? Tu sais à quel point la corruption est profonde en Syrie. Ce type et ses voyous s'emparent d'entreprises en prétendant qu'il s'agit de biens mal acquis, propriété, commerce, simplement parce que la personne est de la mauvaise ethnie, de la mauvaise secte ou supposément pro-régime. Par conséquent, tout l'argent qu'ils ont gagné, toute entreprise qu'ils ont acquise ou toute propriété qu'ils possèdent est, selon leur nouvelle interprétation rigoriste de la charia, salafiste extrémiste, considérée comme mal acquise. Ils la prennent simplement, ils la confisquent et la distribuent à leurs proches, tout en permettant à des combattants djihadistes étrangers venus d'Ouzbékistan, du Turkestan oriental et de tous ces autres pays d'Asie centrale lointains de profiter du butin, une sorte de droit acquis, comme si c'était les croisades. En somme, c'est la version salafiste radicale des croisades. Et Trump soutient tout cela. Il dit qu'il fait un très bon travail en Syrie. C'est un cauchemar. Franchement, sur quelle planète vivent ces gens de l'administration Trump? Et puis ils disent, « Oh, c'est la partie que j'adore. » Ils disent, « Eh bien, la Syrie a eu une économie fermée sous le régime d'Assad. Et c'est pour ça qu'ils sont endettés et si mal gérés, une économie terrible pour tout le monde. C'est parce qu'ils ont subi les pires sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. Ils ont été pris en étau pendant près de 15 ans. Alors bien sûr que l'économie est en ruine. Bien sûr qu'ils vont connaître une hyperinflation de la livre syrienne. Bien sûr qu'il va y avoir des embargos sur tout ce qu'on peut imaginer, y compris le matériel agricole. Puis, ils sont frappés par une sécheresse. Et ensuite, les États-Unis et leurs services de renseignement ainsi que les services israéliens
soutiennent le printemps arabe, financé par le Qatar, financé par d'autres pays du Golfe. Tous ces combattants radicaux y faisant passer des milliards d'armes pour essentiellement déstabiliser le pays. Les États-Unis d'Amérique, que Donald Trump représente, ont armé, formé et financé tous ces terroristes en Syrie, et l'ont fait pendant très longtemps, et le font probablement encore aujourd'hui, pour être tout à fait franc. Et il a le culot de se lever et de reconnaître ce terroriste comme s'il était un chef d'État légitime, alors qu'il n'est qu'une marionnette américaine et israélienne menant des pogroms en ce moment même en Syrie. C'est tout simplement au-delà de l'acceptable. Je veux dire, l'histoire jugera cela. Trump a eu des moments vraiment stupides, mais c'est pas seulement idiot. C'est très malveillant, très mensonger. Il reconnaît la barbarie de ce genre de personnes qui ont pu, en gros, ravager la Syrie pendant si longtemps. Et il reconnaît et soutient la barbarie non seulement de Jolani, mais aussi du régime de Netanyahou. Et regardez ce qu'ils ont fait à Gaza. Donc vous avez le I, et vous avez, eh bien, ce que j'appelle le G-IL, l'État juif d'Irak et du Levant. En gros, la même chose. En gros, la même chose. Une conquête, tout simplement. C'est donc Trump qui dit, voilà nos valeurs ici. Asseyez-vous à côté de moi, monsieur le terroriste, chef de l'EI. Le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie. Tu t'assois à côté de moi, je vais te reconnaître, et on va te donner un peu d'argent. On va envoyer le FMI pour s'assurer que tu sois bien en faillite pour les 20 prochaines années. Et ils disent, oh, il faudra 200 milliards de dollars pour reconstruire la Syrie. 200 milliards. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de l'aide. C'est de l'investissement direct étranger venant du Golfe ou du fonds de Jared Kushner ou autre. En gros, ils veulent tout privatiser, tout prendre, dépouiller les actifs de tout ce qu'ils peuvent, en tirer le maximum de profit. Et les gens seront plus pauvres que jamais. Plus pauvres que jamais. Et qu'est-ce qu'on aura? Un flux migratoire, une nouvelle vague de migrants vers l'Europe depuis la Syrie, et ensuite on pourra envoyer de l'argent à Tommy Robinson et à l'extrême droite pour qu'ils crient « Oh, voilà les musulmans, n'est-ce pas ?» Oh, plus de musulmans, plus de Syriens. C'est exactement ce dont nous n'avons pas besoin. Cela détruit le caractère blanc de l'Europe. Mais ils soutiennent Trump et Israël qui sont en gros les cerveaux derrière la déstabilisation, l'effondrement complet des économies de ces pays. Je veux dire, si Elon Musk était un scientifique en fusée, il n'aurait même pas besoin de l'être pour comprendre ça. C'est des mathématiques de base. Mais on a affaire à un niveau d'idiotie dans la classe politique qui, pour moi, est tout simplement stupéfiant. Vraiment. Et les médias, d'une manière ou d'une autre, sont incapables de faire le moindre calcul élémentaire à ce sujet. Et même les médias alternatifs, beaucoup d'entre eux n'ont aucune idée de ce qu'ils regardent réellement ici. C'est assez incroyable. Oui. Oui, c'est incroyable de voir, d'un côté, Trump supplier pour que Netanyahou soit gracié. Quelque chose qui, presque, révèle tout le jeu. Et il l'a fait plusieurs fois, réclamant une grâce pour Netanyahou. Il a récemment déclaré que non seulement il y avait eu des bombardements de l'Iran vers la fin de la guerre de 12 jours, mais aussi que les États-Unis avaient joué un rôle majeur dans l'attaque initiale contre l'Iran. Alors que, bien sûr, pendant longtemps, il affirmait que les États-Unis n'y étaient pour rien. Mais maintenant, on voit tous les masques tomber. D'un côté, les États-Unis imposent leur propre agenda avec Israël, vis-à-vis d'Israël, en continuant de soutenir un gouvernement, une colonie, extrêmement impopulaire aux États-Unis. Même parmi, comme tu l'as dit plus tôt, une grande partie désormais de ceux qui le soutenaient autrefois. Certains d'entre eux ont des moyens colossaux et une influence considérable, comme Candace Owens. Et puis, de l'autre côté, ils ne se contentent pas de soutenir, mais comme vous l'avez dit, ils se prosternent devant Al-Jolani, non seulement en le faisant venir à la Maison-Blanche,
mais en envoyant un message très clair. C'est l'avenir de la politique américaine en Asie de l'Ouest. Il parle même d'une présence militaire, enfin d'installation militaire en Syrie. Ce qui contredit tout ce que Trump a dit depuis la dernière décennie. C'était son programme, retirer les États-Unis de Syrie. Et maintenant, il veut que les États-Unis y retournent. Qu'en pensez-vous? Je me souviens que pendant son premier mandat, il avait dit que les États-Unis avaient déjà pris position en Syrie au moment où Trump arrivait au pouvoir, donc en 2017. Trump a essentiellement hérité de toute l'équipe de construction nationale d'Obama. Je pense qu'il y avait quelques personnages très probables dans cette équipe, Brett McGurk étant l'un d'eux. Trump a simplement repris tout ce projet tel quel. Puis 2 ans après le début de son mandat, il a soulevé cette question. Peut-être que c'était Bannon, ou probablement quelqu'un qui avait encore un minimum de boussole éthique ou morale, en disant qu'il fallait retirer nos troupes de Syrie. Et dès qu'il a annoncé cela, les néoconservateurs ont pratiquement perdu leur sang-froid, menés par Lindsey Graham, pris de crise, agitant les bras dans tous les sens. En gros, ils l'en ont dissuadé. Et il est probable que le lobby israélien ait également eu quelques mots fermes avec Trump et l'en ait dissuadé lui aussi. Donc, l'idée que les États-Unis devraient construire une base permanente, on parle d'un complexe militaire majeur de plusieurs milliards de dollars près de Damas. Et maintenant, il parle d'une base à Gaza, une importante installation militaire là-bas. Tu as raison, Danny. Cela va dans la direction opposée à celle de sa campagne. Mais tout ce qu'il fait va à l'encontre de ce pourquoi il a fait campagne. Cela nous amène donc à penser que Trump est un imposteur sur le plan politique. Il a menti, ou il n'avait aucune intention, ou il ne savait pas ce qu'impliquait la réalisation de ses promesses. Il n'a tout simplement aucune idée de la manière de donner suite à toutes ces déclarations et promesses grandioses, dramatiques et profondes sur la fin de cette guerre, le retour des troupes, ceci, cela, et le reste, le retour des emplois en Amérique. Aucun nouvel emploi n'est créé dans cette économie. Et même sur le plan de la politique étrangère, il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à ce qu'il a fait élire. Il est donc évident que sa base va se sentir trahie. Ils vont se rendre compte que Donald Trump n'est qu'un autre charlatan, comme tous les autres charlatans corrompus, comme tous les autres politiciens qu'ils avaient rejetés. Et c'est pour cela qu'ils ont soutenu Trump, parce qu'ils croyaient vraiment qu'il allait être différent, qu'il n'était pas une créature du marais, qu'il venait de l'extérieur pour l'assécher. Mais voilà ce qui se passe. Le marais est un écosystème puissant et il te transforme en créature du marais, que tu le veuilles ou non. Ainsi, Trump s'est entouré d'incroyables escrocs et charlatans, des cas un peu limites. Et au moment où tout cela se dénouera, on parlera d'une série de procédures pénales, de véritables crimes, de véritable corruption, pas de la fausse. La guerre judiciaire obsessionnelle contre Trump qui l'a précédé. Vous savez, pendant son premier mandat, puis sous le mandat de Biden, de la véritable corruption, de véritables pots de vin, de véritables crimes, de véritables motifs de destitution sur plusieurs fronts. Une destruction totale de la Constitution américaine, ce qui pour un républicain qui se fait passer pour un conservateur, ou pour le mouvement MAGA qui se fait passer pour un mouvement conservateur, revient à être anticonstitutionnel, surtout en ce qui concerne le premier amendement. Tout cela pour protéger le génocide en Israël et satisfaire Myriam Adelson et le lobby israélien. Vous allez piétiner la Constitution américaine à laquelle vous avez juré fidélité. Je sais qu'il n'a pas posé la main sur le livre cette fois. Tu as remarqué ça? Donald Trump n'a pas posé la main sur le livre et il a piétiné la Constitution des États-Unis. Et tous ses partisans dans son cercle rapproché s'en réjouissent. Ils en sont tous contents. Seules quelques personnes ont rompu les rangs
mais ils sont tellement fascinés par le pouvoir qu'ils n'ont en réalité aucun principe. Voilà, c'en est fini du conservatisme. Oublie ça. Il ne reste que des rhinos et des néoconservateurs fascistes maintenant. Rien entre les deux. Tu as Thomas Massie, Daniel McAdams, Ron Paul. Je peux les compter sur les doigts d'une main, en gros. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc c'est vraiment sombre. Et cela montre simplement qu'Israël est comme une enclume enchaînée à la présidence, qu'ils viennent de jeter par-dessus bord, et il n'y a pas de fond à tout cela. Tant que vous vous attachez à ce pays du Moyen-Orient et que vous organisez tous les actifs américains, les États-Unis s'endettant toujours plus et toute leur présence militaire au Moyen-Orient, tout, chaque ressource navale, chaque ressource aérienne, chaque ressource terrestre, sert à assurer la sécurité de l'État d'Israël. Ce n'est pas pour protéger le pétrole ou quoi que ce soit d'autre, ni les routes commerciales. C'est pour défendre Israël et les intérêts israéliens. C'est l'ensemble du dispositif de défense américain au Moyen-Orient et en Asie centrale. Tout entier. On dit que c'est pour contenir la Chine. Peut-être qu'on peut avancer cet argument en Afghanistan, vers le Pakistan et bien sûr en Asie de l'Est. D'accord? On peut admettre cet argument. Et peut-être qu'on peut aussi le faire avec l'Africom. Le pillage de la Libye et le démantèlement du Soudan ont porté un énorme préjudice aux intérêts chinois. D'accord? Peut-être qu'on peut avancer cet argument. Mais la situation, de toute évidence, c'est que tout cela est pour Israël. Si l'on regarde le pouvoir qu'ils exercent dans l'orientation de la politique étrangère américaine et de l'utilisation de l'argent des États-Unis et la manière dont nous dépensons notre argent dans cette région, ils ont un pouvoir total sur le Congrès, le Sénat, la présidence et aussi sur les médias. Il n'y a pas de débat sur le fait que ce soit le cas ou non. Si vous voulez examiner la base de ce cadre, depuis le document Clean Break, ou Rebuilding America's Defenses, du Project for the New American Century, ou encore les propres livres de Netanyahou qu'il a écrits et présentés à Washington pendant 20 ans. D'accord, il est assez clair qui est le moteur dominant de la politique américaine dans la région. Cela remonte au milieu des années 1990, voire au début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Je parle plus du pétrodollar. C'est bien après cela. C'est la réalité. Les gens doivent se réveiller, ouvrir les yeux et comprendre à quoi tout cela sert. Ce n'est pas vraiment dans l'intérêt des États-Unis, ni économiquement, ni à coup sûr, politiquement. Et certainement pas pour sa réputation internationale, et certainement pas pour son empire commercial mondial. Bien au contraire, en fait. Ce président supervise la démolition contrôlée de l'économie américaine et de sa réputation mondiale. Donald Trump, qu'on lui en attribue toute la responsabilité. Il a fait en 1 an plus de dégâts que certains présidents en 2 mandats. C'est incroyable. Je n'ose imaginer ce que les 3 prochaines années nous réservent avec ce type et les clones dont il s'est entouré. C'est embarrassant, vraiment. Je veux dire, c'est encore pire que les démocrates soient paralysés et incapables de faire quoi que ce soit, parce que la moitié d'entre eux soutiennent tout cela de toute façon.